Coucou, ça fait très longtemps. Je vous souhaite une excellente année 2026 à toutes et tous. Je vous souhaite épanouissement, la santé, très important. Et aussi très important, prenez soin de vous, prenez soin des autres autour de vous. Je me suis dit, quoi de mieux que de parler de mes lectures de l'année 2025 pour revenir en beauté et discuter un petit peu avec vous. Dans cette vidéo, je ne vais pas encore vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2025, ce sera pour une prochaine vidéo. J'ai fait pas mal de lectures cette année, qui sont des lectures dont j'ai envie de parler, que je trouve intéressantes à décortiquer et analyser, mais pour autant, c'est pas non plus des livres que j'ai totalement adorés et qui font partie de mes lectures préférées de l'année. Ce sont des lectures dont j'avais envie de vous parler, mais je savais pas les placer dans quelle catégorie, parce que j'avais pas non plus envie de dire que ce sont mes déceptions de l'année 2025, ni des flops. C'est plutôt des lectures que, oui, en quelque sorte, ce sont des déceptions, mais c'est quand même des lectures pour la plupart qui sont intéressantes. Moi, je trouve ça hyper intéressant de parler de livres qui nous ont déçus. C'est autant important d'apprendre à connaître ce qu'on aime que ce qu'on n'aime pas, parce que ce qu'on n'aime pas, ça fait aussi partie de nos goûts. Alors évidemment, pour un peu plus de contexte, pour notamment celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis une lectrice assez exigeante, je pense. Je dis pas du tout ça d'une manière positive, au contraire, parce que du coup ça fait que j'ai très peu de coups de cœur chaque année. Je suis le genre de lectrice qui peut, et vous le verrez dans cette vidéo, qui peut adorer un livre, et après il y a un aspect qui gâche tout. Et ça me gâche tout le livre. Et ça c'est chiant, j'aimerais bien ne plus être comme ça. J'ai aussi envie tout de suite de faire un petit disclaimer. Je risque dans cette vidéo d'être passionnée et emportée, parce que souvent les livres qui me déçoivent, je trouve ça hyper dommage, parce que le début est bien, parce que le potentiel est là, et donc forcément ça se voit dans mon visage et dans mes mains, je suis très expressive, donc je vais montrer à quel point je trouve ça dommage, et donc ça peut des fois être perçu comme de l'énervement ou quoi que ce soit. Et vraiment, je veux que vous ayez en tête que je ne vais jamais cracher sur un livre, à moins que le contenu soit vraiment problématique ou dangereux. Mais sinon, à part ça, c'est plus moi qui vais être frustrée parce que je trouve ça hyper dommage. Si un livre que vous aimez figure dans cette vidéo, j'espère vraiment que vous gardez ça en tête, le fait que déjà c'est mes goûts, que je suis assez exigeante et aigrie, voilà, je suis aigrie, vous pouvez le dire. J'espère que vous comprenez que tout ça, ça part d'une bonne intention de moi qui veut analyser et décortiquer les livres, parce que c'est ça ma plus grande passion en fait, enfin lire aussi, mais j'adore analyser les textes et analyser ce qui va et ce qui ne va pas, et c'est ça qui me motive aujourd'hui à parler devant vous. Et d'ailleurs, vraiment n'hésitez pas à interagir avec moi. S'il y a un de ces livres que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous avez aimé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant que ça reste bienveillant, n'hésitez pas non plus. Et voilà, si je vous donne envie, eh bien n'hésitez pas à le dire. Voilà, tout ça c'est du partage en fait. Waouh, c'est beau. YouTube, le partage, la communauté, waouh. Allez, on y va. J'ai attaqué 2025 très fort avec le fameux Yellowface de Rebecca F. Kuang. On suit le parcours de June, qui est une autrice blanche sans grand succès et qui va être très jalouse d'une autrice sino-américaine qui, elle, remporte énormément de succès avec ses romans, jusqu'à ce que cette autrice qui a plein de succès, qui s'appelle Athéna, décède subitement. Et June est là au moment où elle décède, et elle va dans son bureau et elle va découvrir un manuscrit dont personne n'a connaissance. Et donc, qu'est-ce que June va faire? Eh bien, elle va s'emparer de ce manuscrit et dire que c'est elle qui l'a écrit. Déjà, c'est un roman qui parle de racisme et d'appropriation culturelle, d'autant plus que le livre que vole June, c'est un livre qui parle des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est clairement une histoire qui n'est pas du tout la sienne. C'est également un livre qui parle du monde de l'édition, des dérives du monde de l'édition, de l'hypocrisie du monde de l'édition. Ce livre, pour moi, ça rentre dans la catégorie des déceptions, mais vous savez, ce genre de déception qu'on a parce que ça part tellement bien. Vraiment, quand je vous dis que ça partait bien, c'est que j'ai littéralement dévoré la première centaine de pages. Cette première centaine de pages, elle est captivante parce que c'est à la fois totalement absurde et satirique, et en même temps il y a ce côté thriller et ce côté où c'est qu'on va aller, où jusqu'où June est capable d'aller dans son mensonge. Sauf que malheureusement, je dois l'avouer que après cette première grosse centaine de pages, j'ai été moins charmée qu'au début. La construction de l'histoire devient redondante et se répète beaucoup. J'ai l'impression que ce livre, c'est tout le temps June qui se fait prendre,
June qui parvient à mentir à tout le monde et à s'en sortir par on ne sait quel moyen. Et puis rebelote, June qui se fait reprendre, June qui réfléchit à comment mentir, June qui ment, et c'est ça en boucle. Il y a énormément de discussions entre June et ses éditeurs, et c'est très important parce qu'on voit le côté raciste et capitaliste du monde de l'édition, mais au bout d'un moment, ces discussions, elles commencent à tourner en rond, et la teneur est toujours la même en fait, c'est toujours June qui ment, eux qui disent bon... ok, on va faire les choses comme ça, alors que clairement ce qu'ils font, c'est raciste et du mensonge au possible, tout ça pour vendre. Et c'est toujours un peu la même chose, donc pareil, au bout d'un moment, c'est trop redondant, trop lassant. Même les pensées de June, au bout d'un moment, ça se répète. Ça a beau être important, ça a beau être fort, si c'est toujours la même chose, ça finit par lasser un lecteur. Et moi, même si c'est quand même un livre auquel j'ai mis 4 étoiles, donc ça reste une très bonne lecture. Aussi, je pense que la critique du monde de l'édition aurait pu aller un peu plus loin, et notamment pour cela, je vous conseille vivement la vidéo de la créatrice de contenu With Cindy, dont le titre est précisément The Problem with Yellowface by R.F. Kuang, My Thoughts on Race, Class and the Publishing Industry. Je vous la mets dans le petit i. Je vous la mets quelque part. Pour vous résumer grossièrement la vidéo de Cindy, qui est quand même très analytique, et Cindy elle est quand même beaucoup plus éloquente que moi, donc je vous conseille vivement cette vidéo. Elle explique que la critique du monde de l'édition ne peut pas se faire sans aborder les privilèges de classe, et ça malheureusement, Rebecca Kuang, elle le mentionne, mais ça reste pas exploré et pas suffisamment approfondi, ça reste en surface, et ça... Je trouve que ça manque, et Cindy le trouve également, et d'autres personnes aussi dont j'ai pu lire les avis. Le dernier point, de manière générale, qui fait que ce livre a malheureusement pas été un 5 sur 5, c'est que je trouve que ce texte, il se situe pile sur la frontière entre l'absurde et le réalisme. Et ça, c'est tout à fait mes goûts et subjectif, mais ça m'a pas 100% convaincue. Je m'attendais à des dingueries, je m'attendais à ce que June, elle, cambriole des gens pour voler des manuscrits. Je m'attendais vraiment à des scènes comme ça, vraiment, où tu lis, tu te dis, mais où ça part? C'est complètement dingue. Et évidemment, nous sommes d'accord, June, elle dit des dingueries, mais il n'y a pas vraiment d'actions qui sont complètement loufoques, où on se dit, mais qu'est-ce qu'a fait cette fille? Plus on s'approche de la fin, plus on va dans un côté thriller psychologique avec des côtés absurdes, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas réaliste, et en fait si, ça reste quand même réaliste. Voilà toutes les raisons qui font que Yellowface malheureusement ça n'a pas été un 5 étoiles ou un coup de cœur, alors que ça partait super bien, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça reste une excellente lecture, c'est un livre qui est captivant, qui est addictif, qui entrelace passages complètement loufoques et en même temps des passages tellement forts politiquement. C'est une excellente lecture que je vous conseille, c'est un grand 4 étoiles dans mon cœur. Mais malheureusement, je peux pas m'empêcher de me dire que ce livre aurait pu être une bombe, aurait pu être beaucoup plus. Mais quand même, je vous le conseille, il est trop beau, regardez, je l'aime. Ensuite, deuxième lecture de l'année, j'ai lu La fameuse chambre de Giovanni de James Baldwin. Depuis le temps que je devais lire ce livre, il était grand temps. James Baldwin écrit l'histoire entre deux hommes, Giovanni et David, à Paris. Et on suit aussi et surtout les questionnements, les doutes et la quête identitaire du personnage principal, David, qui a beaucoup d'homophobie intériorisée et qui a beaucoup de mal à s'avouer qu'il aime les hommes. Déjà, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour la plume de James Baldwin. J'ai adoré cette plume qui est pourtant très simple, mais qui en quelques mots parvient à décrire les émotions les plus honteuses et les plus complexes de ces personnages avec tellement de justesse. Il y a beaucoup de discussions, de dialogues dans ce livre qui sont empreints d'une telle lumière, d'un tel espoir, et en même temps c'est si triste et si sombre, et en fait ça reflète toute la complexité des émotions humaines et de la vie humaine. James Baldwin, vraiment, que dire, chapeau. Malheureusement, Giovanni's Room pour moi ça a été une légère déception, même pas légère en fait, ça a été une déception. C'est un livre dont j'entends parler depuis tellement de temps et j'avoue que je m'attendais à mieux. Alors après,
je prends conscience du fait que j'ai lu ce livre en Big 2025 alors qu'il est paru en 1956 et je suppose que si j'avais lu ce livre en 1956, évidemment un texte comme ça, le fait qu'il soit paru à l'époque, vous vous en doutez, c'était rare, c'était très précieux. Maintenant évidemment, les schémas narratifs de ce texte, on a pu déjà les voir d'autre part. Et puis forcément avec les années qui passent, il y a des propos qui sont un peu datés. Aujourd'hui, si vous me posez la question, Solène, est-ce que tu as aimé La chambre de Giovanni de James Baldwin? Je ne saurais pas vous répondre. Avant de m'emparer de ce texte, je m'attendais vraiment à une histoire d'amour. Je m'attendais à lire une histoire d'amour, à lire vraiment de magnifiques phrases sur le désir, sur tout simplement cette histoire d'amour entre David et Giovanni. Pour moi, il faut le résumer comme étant un livre sur le déchirement d'un homme face à son amour pour les hommes et tous ces questionnements, tous ces doutes. Oui, il y a une histoire entre David et Giovanni, mais vraiment la lumière est beaucoup moins faite sur cette histoire d'amour. Et déjà, excusez-moi, mais est-ce qu'on peut en parler d'à quel point David est imbuvable? Vraiment, il m'a trop saoulée. Le mec, déjà, se ment à lui-même. Bon, ça, à la limite, je comprends, tu vois. Mais en plus, il ment à tout le monde autour de lui, il fait souffrir tout le monde autour de lui, et il se remet pas en question. Il assume pas ce qu'il fait, il assume pas la conséquence de ses actions, il est misogyne. Et ça m'a fait trop rire, je l'ai écrit dans mon avis Goodreads. Et pitié, pourquoi il se trouve pas un travail? Pourquoi il laisse Giovanni galérer alors qu'il pourrait lui aussi chercher un travail? Vraiment, il m'a saoulé. Le mec passe son temps à se plaindre pendant que Giovanni, le pauvre, il a un travail de serveur qui est hyper pénible et David, lui, passe son temps à se plaindre. Frérot, traverse la rue, trouve-toi un travail, fais un truc, au lieu de te plaindre. Alors évidemment, je tire un peu le trait, je sais pourquoi James Baldwin a écrit David comme ça. Évidemment que c'est pour dépeindre sa haine de lui-même, son déchirement intérieur, et évidemment que s'il est misogyne, c'est pour illustrer son enfermement dans cette idéologie et cette société patriarcale. Mais au bout d'un moment, lire un personnage comme ça, misogyne, et qui en plus fait souffrir tout le monde autour de lui, et qui ment, moi j'en pouvais plus. Je me rends compte que ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, si je le disais à James Baldwin, il me dirait « Oui, mais c'est le but ». Et en fait, c'est là d'où vient toute mon ambivalence par rapport à ce texte, c'est que tout ce que je n'ai pas aimé, il y a une raison de pourquoi c'est là, et notamment les personnages misogynes. Alors, est-ce qu'on en parle de Giovanni, de la misogynie de Giovanni, s'il vous plaît? Le mec, à un moment, il dit que les femmes sont inférieures aux hommes, et après, il ajoute, il faudrait les frapper pour qu'elles comprennent à quel point elles nous sont inférieures. Pardon Giovanni, et David en face qui dit rien, qui rigole ou je sais pas quoi, mais ça va pas. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu d'analyses de ce livre, et en fait, ce que je pense, c'est que si les personnages de ce livre sont misogynes, c'est justement pour montrer leur enfermement dans cette société patriarcale et dans cette idéologie patriarcale dans laquelle ils sont élevés depuis tout petit. Il y a aussi cette forme de regardez, je suis un vrai homme, haha. Et aussi, ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a un personnage féminin dans Giovanni's Room qui s'appelle Ella, qui est la fiancée de David. Oui, parce que du coup, quand David il trompe Giovanni, il trompe aussi Ella. Hein, voilà, donc il y a double tromperie, vraiment on s'en sort plus. Je dois vous avouer que j'ai lu ce livre en janvier, donc il y a un an, donc il y a beaucoup de scènes que j'ai oubliées, mais j'ai retrouvé mon avis Goodreads, et j'y parle d'une scène où Ella et David marchent dans la rue, et Ella parle de sa difficulté, de la difficulté d'être une femme, et j'écris David évidemment, vous doutez bien, ne trouve pas difficile d'être une femme, en parenthèse, encore une nouvelle fois où il aurait dû fermer sa gueule, j'étais trop énervée envers David. David, ma némésis. Et les réponses de Ella me semblent tout de même à ce moment-là féministes. Il est vrai par ailleurs que Ella dit à plusieurs reprises au cours du récit qu'elle est prête à tout abandonner pour que David la prenne et que de toute façon elle n'est bonne qu'à faire des bébés. Je résume. Mais je pense là encore qu'Ella, tout comme David et Giovanni, est elle aussi enfermée dans les rouages du système patriarcal et de ce que la société attend d'elle. Et donc c'est là d'où vient toute mon ambivalence par rapport à Giovanni's Room. J'ai été très frustrée et très agacée par le comportement de David, par ses actions, par ce qu'il fait subir à Ella et à Giovanni, mais encore une fois, c'est le but, c'est pour montrer tout son déchirement et sa tourmente intérieure. Et j'ai été agacée, terriblement agacée par tous les personnages et les passages misogynes. Mais en même temps, là encore,
il y a un but qui est de montrer l'enfermement de tous les personnages, autant Ella que David et Giovanni, dans ce système patriarcal. En tout cas, c'est quand même un livre qui est intéressant, et surtout quand on prend le contexte dans lequel il a été écrit. J'aime pas dire ça d'habitude, parce que, bon, des fois c'est pour pardonner un peu des livres qui sont racistes ou autres, mais là, pour le coup, Giovanni's Room, je pense qu'il y a aussi le contexte du fait qu'il est paru en 1956, et aussi tous les messages que voulait faire passer James Baldwin. Je pense qu'on s'attaque à l'une de mes pires lectures de cette année. C'est Divine Rivals de Rebecca Ross. Je suis désolée si, en m'entendant dire ça, vous criez derrière votre écran. J'en suis la première déçue également, mais vraiment... voilà, que de très très bons avis sur ce livre. Des personnes que je suis en ont parlé avec tellement d'emphase que je ne pouvais que m'y intéresser. Et en plus de ça, quand on regarde le résumé du livre, c'est totalement fait pour moi. On suit l'histoire de deux journalistes, Roman et Iris. Déjà, le journalisme, voilà. C'est le métier de ma vie, je suis passionnée de journalisme, je suis le travail d'énormément de journalistes, je trouve que c'est un métier... voilà, il n'y a pas de mots pour décrire l'utilité, l'importance et le pouvoir et en même temps l'impuissance de ce métier, la fragilité de ce métier, la précarité de ce métier. Bref, c'est un métier que je trouve passionnant en tout point. Nous suivons donc ces deux journalistes qui non seulement vont tomber amoureux, et là, histoire d'amour, j'adore lire des histoires d'amour, et l'histoire se déroule dans un monde où il y a une guerre entre deux dieux qui ont chacun une armée, qui recrutent des jeunes personnes qui veulent être volontaires. Et donc on suit un moment, il y a des scènes sur le front, au cœur de la bataille. Et donc c'est un livre qui parle de guerre. Et moi, les livres qui parlent de guerre, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Quand on regarde le résumé de Divine Rivals, moi je me suis lancée dedans en me disant mais évidemment que c'est fait pour moi, évidemment que je peux pas passer à côté. Et bah si, je suis passée à côté en fait. Ça regorge de thèmes importants. Le journalisme, la guerre, ça parle aussi de deuil, du partage de l'information, de plein de choses. Mais rien n'est exploré. Tout est traité de manière tellement superficielle. L'un des personnages est en deuil. C'est écrit en mode telle personne est morte, je suis triste, je pense à nos souvenirs. Voilà. C'est tout ce qui est écrit. Pareil, c'est un livre qui parle de guerre, on est sur le front, donc c'est horrible ce qui se passe. Et la description de la guerre faite par l'autrice, c'est il y a des bombes qui explosent et par terre, il y a des corps qui sont ensanglantés. Voilà, pareil, c'est tout. Peut-être que je tire un petit peu le trait, mais moi c'est vraiment comme ça que j'ai perçu le texte. À chaque fois, je me disais, là, s'il y avait eu juste, pas forcément un paragraphe entier, mais juste 2 phrases de plus pour décrire le deuil, pour décrire l'horreur de la guerre, surtout à un moment, on est vraiment plongé dans le quotidien, sur le front, dans une ville qui est ravagée par la guerre, où il y a la peur à tout instant qu'une bombe explose. Bon, dans le livre, c'est pas des bombes, je sais plus, c'est des créatures qui débarquent, bref. À chaque fois, c'est très frustrant, parce que dans les descriptions, il manquait vraiment juste quelques phrases de plus pour décrire plus le deuil, pour décrire plus la guerre. Tu peux dire tellement de choses, tout est tellement traité de manière superficielle que je n'arrivais pas à prendre le livre au sérieux. Quand tu écris un livre sur la guerre, dont la guerre est en plus l'un des principaux thèmes, si tes personnages ne sont pas traumatisés, pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est absurde en fait. Dans ce texte, les personnages, à un moment, ils vont sur le front, ils vivent dans ce quotidien, dans la guerre, donc ils voient des cadavres, ils voient des personnes qui perdent tout, des personnes en sang, et tout va bien. Enfin vraiment, ce n'est pas décrit qu'ils sont traumatisés. Il y a juste une scène, je l'avoue. Il y a une scène sous la douche où Iris, elle sursaute parce qu'elle entend un bruit. Il y a ça, mais c'est tout. Si vous voulez lire une saga qui parle de guerre et où les traumatismes des personnages sont hyper bien traités et hyper bien approfondis, eh bien, il est où? Il est là. Lisez cette merveille, The Poppy War. Là, c'est le tome 2, The Dragon Republic. Donc, par exemple, dans le tome 2 de The Poppy War, il y a toutes les conséquences des traumatismes du tome 1 qui retombent sur les personnages. Et là, c'est bien traité. Et là, c'est bien approfondi. Là, c'est bien développé. Là, on ressent vraiment que les personnages, ils sont traumatisés. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de comparaison avec Divine Rivals parce que, oui, c'est aussi de la fantasy, mais là, c'est plutôt de la high fantasy. Mais c'est pas une raison pour ne pas traiter le traumatisme des personnages. Tu peux quand même montrer qu'ils ont, même sans en faire trop, tu vois, mais juste montrer un peu plus qu'ils ont peur, qu'ils sont stressés. En fait, mon problème avec Divine Rivals, c'est que
À aucun moment j'ai été stressée pour les personnages. Les personnages sont littéralement en train de risquer leur vie, ils sont sur le front, ils sont en pleine guerre, il y a une créature qui peut venir et les attaquer à tout moment, il y a une alarme à tout moment qui peut sonner pour qu'ils soient enfermés chez eux. Je n'étais stressée à aucun moment. Alors après, c'est aussi parce que par rapport à mes goûts, je n'ai pas été prise dans le texte, mais aussi je trouve que dans la construction de l'histoire, il n'y a pas de tension ni de gravité. Il y a un chapitre qui se termine avec l'une des amies des personnages principaux qui part au front. Donc moi, en lisant ça, je me suis dit, ah mince, bah j'espère qu'elle va s'en sortir. Je tourne la tête pour commencer la page d'à côté, le prochain chapitre, c'est le personnage qui revient. Donc c'est-à-dire que tu ne peux même pas être un minimum stressé pour les personnages. Bah non, elle revient, donc il n'y a aucun stress. Donc t'as tout le stress qui retombe comme ça. Je suis vraiment désolée si j'ai l'air vraiment fâchée par rapport à ce livre, mais c'est qu'en fait, par rapport au résumé et aussi par rapport au début, parce que le début est vraiment très prometteur. Le personnage de Roman, pareil, il est hyper intéressant. Donc moi, je suis désolée, mais je m'attendais à tellement mieux. Aussi, je trouve que dans ce livre, il se passe vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que le début est introductif, soit c'est le début, c'est normal, mais à un moment j'étais en mode attends, quand c'est que l'histoire elle va commencer? Parce que même au moment où ils partent et c'est la guerre, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose alors qu'ils sont quand même à la guerre quoi. Clairement, je vais pas lire le tome 2, je vais peut-être m'intéresser au résumé du tome 2. Je vais essayer de trouver sur internet un résumé complet pour voir un petit peu ce qui se passe. J'ai également lu Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans Le tourbillon des possibles, c'est que c'est un livre qui parle de la recherche d'emploi, et plus précisément de la recherche de son premier emploi. Et donc c'est un livre sur cette période de notre vie où on est à la fois plus un adolescent, et en même temps, est-ce qu'on est tout à fait un adulte? Pas encore. J'ai bien aimé. Notamment les 30 derniers pourcents, je me souviens que je lisais sans m'arrêter, je voulais absolument savoir comment ça allait se terminer. Comme d'habitude avec les livres de Clara Hérault, c'est fluide, c'est addictif. Dès qu'on termine un chapitre, on a envie de connaître la suite. C'est simple et en même temps, ça décrit très bien les sentiments, les émotions, les doutes qui nous traversent, surtout à cette période de la vie où on est entre deux âges, où on a des doutes et tellement de rêves et on a peur de décevoir la jeune personne, l'enfant qu'on était. Il y a beaucoup de réflexions, de phrases sur la peur de grandir, sur les doutes, les rêves, tout ça, qui sont pertinentes et justes. Je me suis retrouvée dans quelques phrases par-ci par-là. Malheureusement, pour ma part, j'ai trouvé que ce livre était beaucoup trop lisse et beaucoup trop facile. On suit le personnage de Léonie qui est à la recherche de son premier emploi et elle cherche dans le secteur de la culture. Et tout au long du livre, elle répète à quel point le secteur de la culture est bouché. Ça aurait été bien que l'autrice explique pourquoi le secteur de la culture est bouché. Parce que là, quand on lit, on a un peu l'impression que c'est un fait établi, que c'est une catastrophe naturelle, le secteur de la culture est bouché, point. Mais en fait, il y a des raisons. Il y a des raisons gouvernementales, il y a des raisons politiques, il y a des manques de budget, des manques de moyens, il y a des subventions qui sont retirées. Donc avec tout ça, Léonie se cherche un premier emploi, donc elle a un CV, elle a fait un stage, mais bon, son CV n'est pas non plus exceptionnel, forcément, elle sort de ses études. Elle se cherche donc un emploi dans un secteur qui est bouché, et elle met en tout et pour tout 2 mois à se trouver un travail, et en plus de ça, elle a même plusieurs opportunités qui lui tombent dessus. Et ça fait que moi, malheureusement, j'ai vraiment un blocage avec ce livre. Ça aurait été tellement plus fort et réaliste et juste de montrer un personnage qui galère vraiment, même pendant au moins 6 mois, et même pendant 1 an, si ce n'est plus. Bon après, ça reste un livre, faut pas que ça dure 1000 ans, je comprends, mais au moins 6 mois quoi. Et même au-delà de la période, pour moi, il y a trop de choses qui sont idéalisées et pas du tout réalistes, et notamment la relation avec les employeurs et les boss. Donc Léonie, qui a très peu d'expérience dans le domaine du cinéma, parce qu'elle a juste son diplôme et son petit stage, bon, c'est déjà bien, hein, mais elle tombe que sur des employeurs hyper bienveillants, qui voient en elle une perle et qui veulent d'elle dans leur équipe et qui du coup lui offrent des postes sur un plateau. Et je suis désolée, mais pour moi, ça ne reflète pas du tout la réalité du monde du travail. J'espère pour vous et pour les gens que vous connaissez que vous tomberez sur des employeurs aussi bienveillants et qui vous donnent votre chance. Mais malheureusement, c'est pas la réalité en fait. Et c'est pas la réalité pour la majorité des gens. Il y a un autre point dans ce livre que j'ai pas trouvé réaliste, c'est que Léonie, elle répète à plusieurs reprises qu'elle est fauchée, et pourtant, à aucun moment, elle se cherche un travail alimentaire. Alors ok, elle est en recherche d'emploi, donc elle veut... Déjà, en plus, elle vient de finir ses études, donc elle veut prendre un temps pour elle.
pour sa recherche d'emploi, etc. Donc oui, c'est tout à fait normal qu'elle prenne un temps de pause. Si la période de recherche d'emploi avait été plus longue, on aurait pu mettre un moment où Léonie, du coup, là, elle a plus de sous, la recherche d'emploi, ça prend trop de temps, donc elle se cherche un travail alimentaire. Et ça, pour moi, ça aurait été tellement plus réaliste. Imaginez ce livre, les mêmes personnages, la même histoire, de manière générale, mais juste avec un temps de recherche d'emploi plus long, plus de galères avec des employeurs qui l'agostent ou qui lui répondent pas, ou qui lui disent que son profil, elle n'a pas assez d'expérience, plus un travail alimentaire parce qu'elle n'a pas le choix, ça aurait été un livre tellement plus juste, tellement plus réaliste, tellement plus fort. À un moment, Léonie, elle parle avec quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans le métier de ses rêves. Sauf que cette fille ne travaille pas à Paris, elle travaille à Lille. Et Léonie, du coup, elle dit rien. Et moi, je me dis, mais attends, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans le métier de tes rêves, tu nous rabâches sans cesse à quel point tu veux faire ce métier, et là tu pourrais avoir une opportunité et tu la saisis pas, parce que même, ok, elle veut travailler à Paris, elle veut pas travailler à Lille, soit. De toute façon c'est le propos du livre. Au début Léonie elle est vraiment fermée, elle veut juste travailler à Paris, et puis ses pensées se développent. Mais même elle aurait pu juste dire, tu peux me passer son numéro, peut-être qu'elle connaît des gens à Paris. Là, moi, à sa place, j'aurais carrément fait ça. J'aurais dit, attends, je peux lui envoyer un mail comme ça, peut-être qu'elle connaît des gens, peut-être qu'elle a des contacts. La prise de contact, c'est tellement important au monde du travail. Il y a une romance dans ce livre entre Samuel et Léonie, qui est un amour de jeunesse qu'elle retrouve parce que, en fait, pour se chercher un travail, elle retourne dans la ville de son enfance, quoi, là où elle a grandi. Et j'avoue que la partie romance prend beaucoup plus de place que ce que j'avais prévu, parce que moi je me suis lancée dans ce livre pour lire un livre sur la recherche d'emploi, sur cette période de la vie. Et en fait, à plein de moments, je me suis retrouvée face à des histoires de coucherie, alors que, vraiment, vous me connaissez, les histoires d'amour, je suis là pour ça. Vraiment, un peu de romance saupoudrée sur cette histoire de recherche d'emploi, ça aurait été parfait. Mais là, c'était trop, il y avait des chapitres entiers, on ne parlait même plus de la recherche d'emploi. C'est fluide, c'est quand même captivant, on a quand même envie de connaître la suite, et il y a des passages qui sont juste sur ce passage de la vie, des réflexions sur la vieillesse, sur la jeunesse. Il y a aussi beaucoup de nostalgie parce qu'elle revient, Léonie revient dans la maison de son enfance, donc forcément c'est empreint de nostalgie. Il y a aussi beaucoup le lien entre Léonie et sa petite sœur et sa grande sœur, donc ça parle aussi de ça, des liens intrafamiliaux. Donc il y a quand même des passages qui sont justes et touchants, mais pour moi, c'est un livre dont le propos retombe malheureusement à plat, parce que c'est un livre qui parle de la recherche d'emploi et qui malheureusement n'est pas, je ne vais pas dire pas du tout, mais qui n'est pas très réaliste par rapport à la recherche d'emploi. Ensuite, le prochain livre dont je voulais vous parler, c'est Piranesi de Susanna Clark. Pour moi, c'est l'illustration parfaite de le potentiel est là, le potentiel est merveilleux, le potentiel est grandiose, mais tout retombe à plat à la fin. Dans le dernier quart, je vais vous lire la comparaison que j'ai faite dans mon avis Goodreads, que je trouve vraiment, je me dis, je suis vraiment dramatique quand même. Un ballon superbe qui s'envole dans le ciel pour finalement se dégonfler, retomber sur le sol et se faire piétiner par des passants. Mais je suis tellement savage. Le début, et je dirais même la première moitié, j'ai tellement aimé. On suit un personnage qui vit dans une immense maison labyrinthique avec plein de pièces, et cette maison a sa vie propre, c'est-à-dire que dans une pièce il y a des marées, donc il faut pas aller dans cette pièce à telle heure. Et nous, on suit le personnage de Piranesi qui vit dans cette maison, qui la connaît par cœur, qui a un cahier où il prend des notes sur cette maison. On voit ses rencontres avec ce qui vit dans cette maison, et également il y a un autre personnage qui s'appelle l'autre et qui a régulièrement des petites réunions avec Piranesi. C'est ce que je savais en me lançant dans ce texte, j'en savais pas beaucoup plus et franchement faut pas en savoir beaucoup plus. Pour moi, la plus grande force de Piranesi, c'est le personnage de Piranesi. Il est tellement pur, c'est vraiment la pureté incarnée. Sa candeur, son émerveillement pour les petites choses, il est vraiment émerveillé par tout ce qu'il voit dans la maison. Il a une manière de penser et de voir le monde qui l'entoure qui est tellement pure et merveilleuse. Si vous êtes rapidement saoulé par les personnages naïfs, il peut très vite vous saouler. Mais moi j'avoue que déjà je trouve que la naïveté c'est merveilleux, je trouve que c'est une très grande force. On va pas parler de ça pendant 1000 ans, mais moi je trouve que les
gens critiquent très vite les livres quand les personnages sont naïfs, et je comprends pas. Je comprends pas en quoi un personnage naïf, ça peut gâcher une lecture. Je vois pas en quoi un personnage naïf, ça peut faire qu'on aime moins ce personnage ou qu'on aime moins le livre. La naïveté, c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose d'horrible. Alors oui, des fois ça peut être un peu frustrant si vraiment l'auteur ou l'autrice tire le trait. Piranesi est naïf, mais c'est beau à voir. Alors je saurais pas vous dire le nombre de pages précis que j'ai adoré dans Piranesi, je sais plus si c'est le début, si c'est la moitié. Dans ma tête c'est vraiment la première moitié, mais c'est peut-être légèrement moins. En tout cas, c'est avant le dénouement final. J'ai été totalement transportée par Piranèse qui passe de pièce en pièce, qui nous raconte la vie de la maison. On voit ses discussions avec l'autre. Il y a des indices qui sont disséminés comme ça. On a de plus en plus d'indices sur ce qui peut se passer. Donc il y a un peu un côté enquête en tant que lecteur et lectrice, on cherche à savoir ce qui se passe dans ce monde et en même temps on se laisse totalement bercer et c'est vraiment un voyage avec Piranesi dans cette maison. Ce qui m'a donné envie de lire Piranesi, c'est que j'avais lu dans des avis qu'il y avait un retournement de situation à un moment. Je suis fan des retournements de situation. Mais le problème, c'est que je pense qu'à chaque fois, je m'attends à quelque chose qui me retourne le cerveau. Et je pense que là, le problème, c'est moi. Malheureusement, pour moi, le retournement de situation dans Piranesi, il est pas du tout à la hauteur du reste de l'histoire. Moi, ça m'a déçu. Pour moi, tout est retombé à plat à partir de ce moment-là. Pourquoi Piranesi est dans cette maison? Qu'est-ce que c'est que cette maison? Voilà, moi, ça m'a pas plu, ça m'a pas convenu. Voilà, mais ça, avis personnel. Mais aussi pour moi, il y a un problème dans la construction de l'histoire et dans l'écriture d'un personnage. C'est-à-dire que, j'ai peur de trop en dire, mais c'est-à-dire qu'il y a un personnage, il y a un peu un plot twist sur ce personnage, mais en fait, on voit dès le début qu'il est chelou. J'ai pas du tout compris pourquoi l'autrice avait fait ce choix-là, avait fait les choses comme ça, parce que pour moi, si tu veux créer un plot twist où le personnage se révèle être le méchant de l'histoire depuis le début, sois plus subtil au début, fais en sorte que le personnage ait l'air justement super sympa, qu'on se doute pas. Mais là, dès le début, le mec est chelou. Avec le prochain livre dont je vais vous parler, on repart dans la catégorie des livres qui m'ont plu, mais malheureusement, la fin a un peu tout gâché et c'est fort dommage parce que ça aurait pu facilement être un 5 étoiles. C'est Hello Beautiful de Anne Napolitano. On suit l'histoire de 4 sœurs. On suit leur vie de leur jeunesse jusqu'à ce qu'elles soient plus âgées et on est vraiment plongé dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'on les suit tout simplement dans leur vie, dans leur métier, dans leurs doutes, dans leurs relations et dans leurs relations entre elles. Et il y a également un personnage important dans ce texte, c'est William, qui devient le petit ami de Julia, l'une des sœurs. Et William rentre dans cette famille et il fait partie intégrante de cette famille et il a une histoire... son enfance est assez sombre. J'ai adoré le début de Hello Beautiful, je dirais les 80-100 premières pages. Déjà, c'est un récit qui fourmille de détails où on est vraiment plongé avec les personnages, dans leur vie, dans leur quotidien. Et ça, c'est vraiment ma tasse de thé. Je me rends compte que les livres que je préfère sont les livres qui nous font ça. C'est un livre qui m'a fait beaucoup penser à A Little Life de Anna Yanagihara, qui est l'un de mes livres préférés, malgré tout. Et avant que vous preniez peur, non, Hello Beautiful et A Little Life n'ont pas du tout les... J'allais dire n'ont pas du tout les mêmes thèmes. En vrai, il y a certains thèmes qui se rejoignent. Mais ne vous inquiétez pas, Hello Beautiful est beaucoup plus... comment dire, plein d'espoir et positif par rapport à A Little Life. Ce livre m'a fait beaucoup penser à A Little Life dans l'écriture, le niveau de détail donné, la caractérisation des personnages et dans certains thèmes et scènes aussi. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'après, j'ai moins aimé Hello Beautiful? Eh bien, j'ai du mal à analyser pourquoi, mais après ces premières pages, 80-100 pages, j'ai trouvé que le livre rentrait plus dans un schéma classique. Et pareil, je peux malheureusement, en fait, souvent, les raisons pour lesquelles les livres me déçoivent, c'est des choses qui spoilent. Dans les 300 pages qui me restaient, j'ai pas retrouvé la même richesse ni la même subtilité qui me plaisait autant au début. Et notamment, il y a beaucoup de paragraphes sur l'amour. C'est vrai que l'amour, c'est vraiment l'un des thèmes centraux de Hello Beautiful. Et il y a beaucoup de chapitres qui se terminent avec des paragraphes très ampoulés et dramatiques du style « Love is everything ». Et ça, c'est beau, tu vois, moi j'adore. Moi, c'est le genre de truc qui peut me faire pleurer. Mais en fait, ce gimmick se répétait tellement que
j'étais lassée au bout d'un moment. Love is all, love is everything, mais bon, ça fait 40 fois que tu le dis, on a compris. Et aussi, mais bon, ça paraît, je peux pas trop en dire pour pas trop spoiler, mais j'ai été pas mal décontenancée par l'attitude des sœurs dans la deuxième partie du livre. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour moi qui ne faisaient aucun sens. J'ai un peu plus détaillé dans mon avis Goodreads, donc si jamais vous avez lu le livre ou alors que vous comptez pas le lire ou quoi que ce soit, vous pouvez lire mon avis Goodreads parce que j'explique un peu plus ces points que j'ai pas compris. Mais là, en vidéo, voilà, ça me paraît un peu trop spoilant. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même un long temps qui se passe dans le livre. Parce qu'on suit vraiment ces sœurs pendant très longtemps. Et je me dis, autant de temps sans se remettre en question, vous allez me dire, ça peut arriver. Mais là, ça me paraît vraiment beaucoup et un peu trop énorme, surtout pour le lien très fort qui les lie. Et aussi, et là pareil, je peux pas trop en dire pour ne pas trop spoiler, ça va commencer à me frustrer cette histoire, mais il m'a manqué des fois certaines tensions narratives. Par exemple, il y a des jumelles dans ce livre et elles sont toujours en accord, même quand les choses se passent mal et qu'elles pourraient ne pas être en accord. Je tourne autour du pot, je suis désolée. Moi, je suis pas forcément pour que les gens se détestent pendant 10 ans, tu vois. Mais au moins un moment, une petite tension qui font qu'elles se disputent et puis au bout de 2 jours, elles se pardonnent. Tu vois, un petit truc en plus. En fait, je trouve que dans ce livre, le problème, c'est que c'est tout ou rien. Soit les sœurs entre elles sont totalement alignées, ne se disputent pas, alors que je me dis, elles auraient pu quand même avoir une petite dispute, là ça me paraît invraisemblable qu'elles soient totalement alignées. Et il y a d'autres moments où elles se disputent pendant très longtemps et du coup voilà, il n'y a aucune remise en question et tout. Et là aussi je me dis, c'est quand même étrange qu'elles se remettent pas en question pendant autant de temps. Moi j'aurais aimé un peu plus de nuances, un peu plus de subtilité sur ces passages-là. Parmi tous les livres de cette vidéo, c'est quand même l'un des livres que je vous recommande le plus. C'est quand même un livre avec une écriture, une ambiance et des personnages. Mais malheureusement, ça reste une déception pour moi parce que le reste n'a pas été à la hauteur du début. J'ai peur de vous parler du prochain livre. Je pense que c'est le livre de cette vidéo que j'ai le moins aimé. C'est Plein Ciel, de Siècle Vaelban. Pour tout vous avouer, je pensais pas du tout que j'allais lire ce livre. En fait, j'ai vu que l'autrice était présente au Festival des Utopiales où je vais chaque année, c'est mon fief. C'était une période de l'année où mes dernières lectures m'avaient déçue et donc je m'étais dit je pourrais peut-être lire un peu de fantasy, un genre que je lis pas si souvent que ça. Pourquoi pas me lancer, sortir un peu de ma zone de confort et peut-être que je vais découvrir un coup de cœur. Et malheureusement, j'ai découvert le livre qui m'a qui m'a le moins plu de toute l'année. Ce que je ne peux pas retirer à Plein Ciel, c'est que c'est divertissant. Il y a quand même des événements qui se passent, c'est fluide. L'écriture aussi de Siècle Vaelban, c'est recherché, il y a beaucoup de vocabulaire qui est riche, c'est une écriture qui est pétillante. L'impression que me donne ce livre, c'est que l'autrice a lu le premier tome de La Passe Miroir, qu'elle a trouvé ça trop cool, et que du coup, elle a voulu faire la même chose à sa sauce. J'ai trouvé que le world building était très bancal. Il y a un truc dans ce livre que je dois avouer qui m'a pas mal agacée, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de résistance qui veut résister face au gouvernement mis en place qui est clairement fasciste et oppressif. Dans la première moitié du livre, j'étais là en mode ok, il y a un groupe de résistance, mais pourquoi? On voyait pas, on ressentait pas pourquoi il y avait besoin de résistance. Alors, peut-être que j'abuse en disant ça, mais franchement, en plus vous me connaissez, la résistance, voilà, je suis pour, j'allais dire, c'est très... Je suis pour la résistance. Non mais c'est vrai. En plus c'est quelque chose qui me tient à cœur, la révolution des peuples, la résistance des peuples, je trouve ça hyper important, donc j'adore quand c'est dans un livre, donc je vais pas cracher dessus. Mais là, je lisais, j'étais en mode, mais à quoi elle sert la résistance? Et après, dans la deuxième partie, quand le gouvernement commence à faire des dingueries, je me suis dit, ok, je comprends. Et en plus de ça, même dans la deuxième partie, ok, on voit pourquoi le gouvernement, c'est vraiment des pourris, mais en soi, c'est jamais vraiment approfondi, c'est plus dit que montré. Oui, ok, il y a certaines scènes où là, on ressent qu'il y a vraiment ils sont vraiment fascistes, mais c'est jamais vraiment exploré, tu vois. Alors que, vraiment, pour moi, quand tu parles d'un gouvernement qui est oppressif à ce point, qui tuent des gens et qui veulent que les gens soient d'une certaine couleur de peau, c'est quand même très grave. Et là, dans le livre, c'est traité très légèrement, je trouve. J'avais l'impression que l'autrice, elle avait voulu parler de résistance et de gouvernement oppressif parce qu'elle en avait envie, parce que c'était stylé, mais sans réel propos ni message derrière. C'est un peu comme si la résistance c'était un esthétique, une trend, vous voyez, il y a beaucoup de phrases du style « Nous voulons être libres et faire entendre notre voix ».
Et waouh, moi ce genre de phrase j'adore, mais quand le propos est bien tenu, quand c'est bien traité, mais là en fait, moi c'était impossible à prendre au sérieux. Tout ça, c'est à l'image du personnage principal qui s'appelle Ivoire, qui rentre dans la résistance. Pourquoi? Bah apparemment pour faire comme ses copains. Elle a vu de la lumière dans une pièce, donc elle y est allée. Vraiment, à aucun moment dans le texte, elle n'a des convictions qui montrent pourquoi elle fait partie de la résistance. Si au début elle rentre dans la résistance pour faire comme ses copains, mais qu'après elle adhère vraiment, là ok, tu vois, il n'y a pas de souci, tu peux pas être forcément toujours renseignée, surtout elle débarque dans le monde, tu vois, je comprends. Mais à aucun moment dans le livre, elle n'a de réelles convictions. C'est là que vient l'un de mes plus gros problèmes avec ce livre, c'est que tout manque de gravité. Tout est traité de manière très légère. C'est quand même un livre qui parle de résistance, d'oppression fasciste, de mort. Il y a plein de gens qui meurent. Ça parle de torture. Il y a littéralement le personnage principal qui se fait torturer. Et tout ça est traité d'une manière tellement légère. Les personnages ne sont pas traumatisés parce qu'ils vivent, parce qu'ils voient. Et d'autant plus, tout ça est traité de manière légère au travers de l'écriture parce que l'autrice utilise des fois, même souvent, des comparaisons avec la nourriture pour décrire des scènes graves. J'ai noté des exemples dans mon avis Goodreads. Ils étaient entassés comme des prunes sur une tarte pour parler de personnes recroquevillées et à deux doigts de mourir. À un moment aussi, elle compare une explosion à un gigantesque rot. Le personnage principal, elle va passer du temps en cuisine. Donc je me dis, c'est sûrement aussi pour ça, mais vraiment parler de gens à deux doigts de mourir en disant ah ils sont entassés comme des prunes sur une tarte, moi vraiment ça me... Enfin je suis peut-être relou, hein, je suis peut-être trop woke, je suis désolée, mais vraiment moi ça me choque. Et surtout, au-delà de mon ressenti personnel, voilà, bah ça fait que forcément le livre, le ton est hyper léger. Et aussi dans ce livre, il y a quelque chose de très frustrant. Il y a quelques scènes qui sont très stylées, mais qui nous sont racontées par le biais d'un autre personnage. Par exemple, à un moment, il y a... Alors, est-ce que c'est spoilant de le dire? Je vais essayer de tourner autour du pot. À un moment, il y a une scène avec, pas la boss finale, mais presque. Il y a une scène de bataille avec elle. Donc là, en tant que lecteur et lectrice, on a envie d'être au cœur de cette action. Eh ben non, c'est un personnage qui nous le raconte après. Ah oui, le combat avec machin, ça s'est passé comme ça, il s'est passé ça. Bah non, j'ai pas compris le choix. Et surtout, nous, pendant ce temps-là, ok, on est aussi à une bataille, mais c'est pas une bataille avec la boss finale qui est vraiment un dénouement important dans le livre. J'écris dans mon avis Goodreads, franchement, en lisant le bouquin, je me disais que le livre aurait été beaucoup plus intéressant s'il était du point de vue de littéralement tout le monde, sauf Ivoire. Et aussi dans ce livre, il y a une relation amoureuse, mais ça n'en parlons même pas parce que, de toute façon, j'ai pas d'analyse à faire. La relation, elle est trop rapide, on n'y croit pas. Ils sont attirés l'un par l'autre, on sait pas pourquoi, et très rapidement. Ah oui, et aussi quelque chose que j'ai pas précisé. Le concept du livre repose sur du reverse racism, c'est-à-dire que dans le monde de plein ciel, plus la peau est noire, plus les personnes sont dans une position de pouvoir, et donc plus la peau est blanche, plus ces personnes-là sont méprisées et rejetées. Et le personnage principal, Ivoire, est albinos. Je pense qu'elle voulait vraiment dénoncer le système raciste. Mais est-ce que c'était vraiment la meilleure manière de le faire? Je suis vraiment pas certaine. Il y a pas mal de gens qui ont été dérangés en disant que ça avait un peu des vibes de racisme anti-blanc et tout, et j'irai pas les contredire. Je pense que si tu as vraiment une volonté antiraciste, faut éviter de faire ce genre de choses. Je vous renvoie aussi à un avis sur Babelio qui liste plein de petits moments incohérents et incompréhensibles. C'est l'avis de T. Cook sur Babelio et vraiment cette personne a fait un travail d'orfèvre avec vraiment les pages et les moments qui font aucun sens. Ensuite, là encore, un livre dont j'avais lu des éloges sur les réseaux sociaux, c'est The Safe Keep de Yael van der Wouden. Ça fait partie de ces livres de cette vidéo qui me laissent mitigée, ou encore aujourd'hui, j'ai du mal à savoir si j'ai aimé ou pas. On suit Isabelle qui vit dans la maison de sa mère qui est décédée et on comprend très vite que c'est une personne assez psychorigide qui a besoin que tout soit propre, que tout soit bien rangé, elle compte ses couverts, etc. Et tout ça jusqu'au jour où son frère va l'obliger à vivre avec sa femme, donc la belle-sœur d'Isabelle, chez elle, alors qu'Isabelle c'est une personne qui veut vivre seule,
Elle veut pas quelqu'un pour la déranger. Au début, quand j'ai vu le résumé, quand j'ai vu les avis, je m'attendais à un thriller psychologique ou un Weird Women Writing Weird Stuff. Donc un truc un peu chelou et un peu thriller. Et en fait, au final, au début, ça a l'air de partir là-dedans, donc captivant, intrigant. Et après, ça part plutôt en fiction historique slash romance. Le fait qu'au début, on s'attend à ce postulat de thriller psychologique, enfin pas vraiment thriller, mais vraiment récit psychologique, intrigant. Il y a des scènes en plus qui épousent ce thème-là. Après, voir que ça part dans totalement autre chose, moi j'avoue, ça m'a assez décontenancée et déçue. Je me suis vraiment ennuyée. J'ai failli l'abandonner à de plusieurs reprises. C'est un livre en fait que j'ai trouvé assez plat. Il se passe vraiment pas grand chose dans ce livre. C'est plutôt un livre que je vous conseille si vous aimez les livres atmosphériques où il se passe pas grand chose. J'ai aussi eu du mal avec la relation entre Isabelle et Eva, qui est le noyau du récit, je dirais. J'ai trouvé que c'était une relation qui était comme j'ai l'impression que je reproche tout le temps ça au bouquin. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était une relation qui était malheureusement pas suffisamment développée. Isabelle et Eva ont une relation et bravo les lesbiennes, merci Yael van der Wouden. Mais déjà, la relation, pour moi, j'ai pas compris pourquoi elles étaient attirées l'une par l'autre. La veille, elles se détestent, le lendemain, elles se pécho contre un mur. Pour moi, il me faut un petit peu un entre-deux. Il faut une transition parce que moi, mon cerveau, il comprend pas. Je pense que l'autrice voulait montrer que la forme de détestation au début, c'était du désir réprimé. Bon, soit, mais pour moi, c'était quand même trop. D'un coup, on passe à on se pécho contre un mur. Moi, j'aime le slow burn, vous voyez. Moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi les personnages, ils s'aiment. Qu'est-ce qui les attire autant l'un chez l'autre. Et là, en fait, c'était pas suffisant. Et en plus, ce que j'ai à reprocher à ce livre, c'est que la relation entre Isabelle et Eva est trop portée sur le physique et la sexualité. Il faut que je pousse un coup de gueule. Je trouve que dans énormément de livres que je lis où un personnage se découvre gay ou bi, ça passe par la sexualité absolument tout le temps. Et que par ça, en fait. C'est surtout ça le problème. Parce que, évidemment que, encore une fois, c'est réel, c'est vrai. Beaucoup de personnes ont découvert leur véritable identité et leur orientation amoureuse et sexuelle au travers de la sexualité. Et moi j'aime bien lire des livres qui parlent de sexualité si c'est bien fait, il n'y a pas de souci, je dis pas que j'aime pas le smut et tout, au contraire. Mais en fait, j'aimerais que les auteurs et les autrices comprennent que quand tu te découvres gay ou bi, ça peut passer par autre chose que faire du sexe en fait. C'est tellement une part de l'identité que c'est pas que du physique, c'est pas que du sexe en fait. Ça passe par plein d'autres choses. Et là, je vous parle de The Safe Keep, mais ça vaut pour plein d'autres livres. À un moment, Isabelle et Eva, elles ont une discussion qui est quand même chargée émotionnellement, et d'un coup, Eva, elle coupe Isabelle, non c'est le contraire. Isabelle coupe Eva pour l'embrasser et elle ken. Donc j'écris bravo les lesbiennes et merci Yael. Mais discuter, c'est bien aussi. Surtout quand on s'est déjà tapé 3 ou 4 autres scènes de sexe juste avant. Parce que voilà, moi j'aime bien les scènes de sexe, y a pas de souci. Mais on met pas 6 dans ton bouquin. Et en fait, ce qui est marrant, parce que souvent je vais vous parler de livres que j'ai aimés au début, et la fin m'a tout gâché. Et là, avec The Safe Keep, c'est le contraire. Pour l'instant, tout ce que je vous raconte, vraiment c'est plat. La relation entre les deux, j'y crois pas trop. Je suis prête à l'abandonner. Donc pour moi, ça valait un 2 étoiles. Et là arrive le dernier quart, arrive la fin, qui a fait remonter ma note à 3 étoiles. Et ça, c'est assez rare. Au dernier quart du livre arrive un retournement de situation. Ce retournement de situation, il porte sur une période de l'histoire que je trouve terriblement importante de mettre en avant. Il y a notamment tout un chapitre sur le passé d'Eva. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas lâcher le livre et j'ai trouvé ce chapitre tellement touchant. Yael van der Wouden, dans ce livre, elle met en avant un aspect de notre histoire qui, je trouve, n'est pas suffisamment mis en avant et qui est terriblement important. Et rien que pour ça, je suis contente d'avoir poursuivi ma lecture jusqu'à la fin. Ça reste dommage parce que je pense qu'avec plus d'approfondissement, plus de tension, un peu, même légèrement plus de choses qui se passent et un peu plus de développement dans la relation entre Isabelle et Eva, ça aurait pu vraiment être un bouleversement et un livre que j'adore. Il est temps pour moi de vous parler de l'une de mes dernières lectures de l'année 2025. Et pas des moindres, parce que c'est un roman de plus de 700 pages. J'ai mis 1 mois à le lire. Vraiment, j'en pouvais plus à la fin, j'avais juste envie que ça se termine. Ce livre, c'est nul autre que Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Oui, je l'ai lu. C'est un livre qui a fait pas mal parler de lui. Il a eu son moment de succès. Et moi, surtout, ce qui m'a donné envie absolument de le lire un moment, c'est un livre qui m'a toujours intriguée, surtout avec cette couverture. Et ce qui m'a donné irrépressiblement envie de le lire, ce sont
les avis absolument magnifiques que j'ai lus sur ce livre. J'ai vu plusieurs personnes le comparer à un chef-d'œuvre. Au début du livre, on suit Juan et son jeune fils Gaspard qui sont en fuite. Ils roulent au milieu de l'Argentine. Forcément, comme vous pouvez vous en douter, c'est vraiment le tout début du livre. Et après, ça va beaucoup plus loin, surtout que c'est un livre qui se passe sur 60 ans, je sais même pas. En tout cas, ça se passe sur vraiment un long temps. Forcément, ce livre se passant sur un très long temps et faisant plus de 700 pages, il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans ce récit. Mais les plus importants, je dirais, ce sont le trauma générationnel, les traumas générationnels. Il y a aussi une grande part faite aux sciences occultes, à tout ce qui touche au spiritisme. Si c'est quelque chose dont vous n'êtes pas fan, je vous conseille pas forcément la lecture de ce livre. C'est un roman qu'on peut décrire de riche, de dense, de sombre, de complexe et aussi de chelou. C'est très perché. Si vous avez du mal avec les textes où vous vous dites toutes les 2 pages What the fuck is going on, je suis pas sûre que vous aimerez. Après, vous pouvez toujours tenter, mais vraiment, dans ce livre, What the fuck is going on, c'est à la fois du réalisme magique, de l'horreur, de l'ésotérisme, de la fiction historique, du roman historique. On peut aussi un peu le voir comme un roman contemporain, tranche de vie. Et tous ces genres-là sont articulés avec tellement de brio et surtout ça se complète tellement bien et ça forme un ensemble, ça va hyper bien ensemble en fait. Mariana Enriquez, elle a vraiment réussi à écrire ce texte unique et je pense qu'elle a écrit de manière viscérale ce qu'elle avait sur le cœur. Elle avait vraiment un but à travers cette histoire. Mais oui, c'était un cri du cœur, je pense, cette histoire. Elle a écrit ce qu'elle avait sur le cœur et c'est pour ça que ça va dans tous les sens, c'est pour ça que ça épouse plein de genres différents. Je dirais que ce qui a fait que j'ai le plus aimé ce livre, c'est que c'est un livre qui brasse une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années de l'histoire de l'Argentine et de l'histoire des personnages. Et moi, ce que je préfère quand je lis, c'est vraiment plonger avec les personnages dans leur quotidien. Et là, pour le coup, Mariana Enriquez, c'est ce qu'elle fait parfaitement dans Notre part de nuit. Alors, ça fait que des fois, il y a des longueurs, des fois, il y a des scènes. Est-ce qu'elles étaient vraiment nécessaires? Oui et non. Autant vous dire qu'avec ce livre, on est témoin du temps qui passe et de l'histoire qui passe de l'Argentine. Et ça permet un grand attachement aux personnages. En même temps, les personnages sont tellement sombres et sont tellement emplis de défauts et de complexité que c'est parfois difficile de se dire qu'on les apprécierait dans la vraie vie, mais on s'attache quand même à eux parce qu'on est vraiment plongé avec eux pendant tellement d'années. Et quand on voit leur vie, on se dit, bon, ils sont quand même pas sortis de l'auberge. La chose la plus importante à dire de ce livre, et qui est vraiment une clé de lecture pour comprendre ce livre, c'est que Notre part de nuit, c'est une métaphore de la dictature militaire qui s'est déroulée en Argentine dans les années 80. Je suis tellement contente d'avoir lu ce livre pour avoir en tête la dictature militaire qui s'est passée en Argentine parce que, je sais pas vous, mais moi à l'école, j'en ai jamais entendu parler, même après, alors que je me renseigne quand même sur l'histoire, sur des choses qui se sont passées dans le monde. Je me dis, mais toutes les guerres, tous les génocides, toutes les horreurs qui se sont déroulées et dont on ne parle pas, moi, ça me... Bref, j'ai pas les mots en fait pour exprimer à quel point je trouve ça choquant et aberrant et triste en fait. Ce livre, il est glauque, il est chelou, il est sale, il y a plein de scènes où Tom il me disait mais Solène là tu fronces les sourcils avec un air de dégoût parce que toutes les 3 pages il y avait une scène dégueu ou une explication dégueu parce que il y a, et notamment dans ce livre il y a des enlèvements d'enfants, il y a des scènes avec les enfants là, mais moi ça m'a dégoûté, c'était horrible. Bon, c'est pas décrit pendant des paragraphes et des paragraphes, mais vraiment une phrase c'est suffisant. Et en fait, c'est pour refléter une réalité, c'est pour refléter ce fait historique. Mariana Enriquez, elle utilise l'horreur pour parler de l'horreur réelle, véritable, celle qui s'est vraiment déroulée. Et je repense au moment dans le livre où le titre est mentionné, et cette phrase, je vais peut-être pas vous la dire parce que le moment où elle arrive, c'est fort en émotion, j'avoue. Et surtout la phrase, quand on comprend tout ce qu'elle signifie,
C'est tellement fort émotionnellement. Moi, je suis émue, alors que vous verrez, après, j'ai pas que un avis positif sur ce livre, mais c'est vrai que c'est tellement fort. En fait, Notre part de nuit, c'est le traumatisme de tout ce peuple, de tout ce pays face à la dictature militaire. Je pense que c'est un livre qui peut être aimé de manière différente, c'est-à-dire que vous pouvez aimer ce livre en le ressentant et sans chercher à le comprendre. Et en même temps, l'autre manière de l'aimer, c'est aussi de le décortiquer, de l'analyser, de l'apprivoiser pour mieux le comprendre, pour mieux le saisir. Là, je ne saurais pas vous dire si j'ai aimé Notre part de nuit ou pas. Mais en même temps, j'aime ce sentiment qui est un peu étrange parce qu'il est étrange comme ce livre. Pour moi, il se place dans ces livres que, objectivement, je le trouve passionnant, je le trouve riche et tellement puissant dans son message. Mais subjectivement, il n'a pas su à 100% me captiver et m'emporter. En fait, ce que j'ai ressenti tout au long de cette lecture, c'est marée haute, marée basse, c'est les vagues qui viennent et qui repartent. À un moment, j'étais captivée, et puis 10 pages plus tard, je m'ennuyais. Maintenant, on va passer dans les côtés négatifs. Alors déjà, c'est beaucoup trop long, mais ça, je vous l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Et aussi, je pense que ce qui m'a le plus déçue dans ce texte, c'est que il ne m'a pas apporté ce que j'aurais aimé qu'il m'apporte, et il s'est pas passé les scènes et les événements auxquels je m'attendais. Pour vous donner un exemple, au début du livre, on comprend que les deux personnages principaux sont en deuil, et on nous mentionne que Juan cherche à rentrer en contact avec cette personne. Et en fait, dans la deuxième moitié du roman, on n'entend plus parler de cette histoire. Et notamment, l'un des trucs qui m'a le plus frustrée, c'est que Gaspard, il est attendu comme étant un médium, comme son père. Et donc moi, je m'attendais à des scènes de lui en tant que médium. Et en fait, ce côté-là m'a déçue. Je dis pas qu'il n'y a pas de... Parce que voilà, faut prendre l'histoire aussi. Il y a des raisons de pourquoi il n'y a pas vraiment de scène de lui avec tout ce qui touche à l'occultisme et lui qui est médium. Moi, je me suis lancée dans ce livre pour ce côté-là, pour le contact avec les morts, pour le côté médium. Et au final, ce côté-là, j'ai trouvé, était pas suffisant. Important à dire aussi, qui illustre aussi à quel point ce livre est quand même un peu... Il n'y a pas tout le monde qui peut le lire. Il y a des scènes d'orgie. Alors, j'abuse. Il n'y a pas des scènes d'orgie, c'est pas décrit, il n'y a pas des paragraphes entiers. Mais disons que si vous n'êtes pas fan des scènes de sexe dans les livres, il y en a quand même quelques-unes dans ce livre. Alors, c'est pas du smut, c'est pas décrit pendant des pages et des pages, mais il y a quand même une petite part qui est faite à la sexualité, et notamment... les personnages couchent ensemble et ça leur donne de l'énergie spirituelle. À un moment dans la narration, je crois aussi, c'est mentionné qu'il y a des orgies. Alors, il n'y en a pas dans l'histoire précisément des personnages, mais c'est mentionné qu'il peut y en avoir pour voilà, se donner de l'énergie, pour après parler à l'obscurité, et voilà. Waouh, moi j'avoue, ces scènes-là, c'était trop chelou pour moi. C'est pas un livre pour tout le monde. C'est vraiment un texte unique, et surtout, il y a des scènes très glauques. Si vous n'êtes pas fan de tout ce qui touche au corps humain, par exemple, il y a une scène où le père... Pardon, je rigole, mais vraiment horrible, hein. Il donne une boîte à son fils, et le fils touche ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, et il y a des morceaux de paupières humaines. Vous voyez un peu ce genre de scène vraiment dégueu, chelou, mais il y a un propos derrière, il y a un message derrière. Et surtout, c'est un livre tellement intéressant et important pour le message qu'il véhicule, pour ses thèmes, et pour ce qu'il raconte de l'histoire de l'Argentine, pour ce qu'il raconte de ce que les Argentins et Argentines ont vécu. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo What a Ride. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures. Écoutez, comme d'habitude, j'ai envie de dire. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié cette vidéo, et j'espère qu'on pourra interagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos, je vais essayer de revenir, doucement, lentement mais sûrement. N'hésitez pas à la liker aussi, la vidéo, à la booster, je crois qu'on peut faire ça maintenant. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et notamment pour ma vidéo de mes meilleures lectures de l'année 2025. J'ai trop hâte de la filmer. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.